Alors salut tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce 30e épisode. 30e épisode, ouais, de la balado de Fred Savard. Content de vous retrouver, surtout que j'avoue que j'ai passé une excellente semaine, ouais. La petite routine s'installe avec bébé Miville, mais surtout, j'ai eu mon vaccin. Et oui, je vous l'avais peut-être vu sur Facebook, j'en ai fait une publication, question de me servir de ma très grande notoriété pour inciter les gens à se faire vacciner. Ouais, j'ai reçu... En fait, c'est mardi. C'est très drôle parce que j'écoutais le point de presse à 13h mardi. Et là, Christian Dubé qui annonçait... D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Christian Dubé, qui est de loin mon personnage favori en point de presse. Depuis plusieurs semaines, je le trouve calme, posé, clair, moins politicailleux que François Legault, entre autres. Et cette semaine, c'est ça, mardi, je voulais le souligner parce que je suis souvent critique envers l'équipe pandémique, mais je trouve que Christian Dubé, bien qu'il soit comptable, bon, je vais recevoir plein de courriels de comptable, mais ouais, je le trouve solide, clair, concis, ça fait du bien. C'est un petit vent de fraîcheur par rapport au paternalisme de François Legault. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, mais moi, c'est moins ma tasse de thé. Donc, mardi, il annonçait qu'à minuit, le soir même, allaient s'ouvrir les rendez-vous pour les gens de 45 ans et plus qui voulaient recevoir le vaccin AstraZeneca. Et là, autour de 4h30, ouais, 4h30, je vois passer sur Twitter une publication de Jean-Sébastien Balleux, qui est journaliste sportif à Radio-Canada, qui dit hey, « Je suis en train de me faire vacciner, il accepte déjà les 45 ans et plus sans rendez-vous. » Et là, je fais ni une ni deux. J'enfile un coton ouaté parce que je suis en Vespa. J'embarque sur ma Vespa et je m'en vais au stade olympique. Et à ma grande surprise, oui, je fais la file et finalement, au bout d'une heure, tout est fait. Vraiment bien rodé. Évidemment, c'est pas la première fois que le Québec vaccine, là. Mais quand même, il faut le souligner quand il y a des bons coups. Alors voilà, première dose, pas eu trop d'effets secondaires. Et là, j'avais un coton ouaté et la manche ne se relevait pas. Ce qui m'a obligé à l'enlever pour recevoir mon vaccin. Et là, sur Facebook, entre autres, j'ai eu beaucoup de commentaires, et je dois l'avouer, souvent féminins. Bon, il se met en chest, un autre, il se met en chest, il n'a pas compris, gna gna. Et là, c'était pas loin d'être du shaming, du body shaming, je dois l'avouer. Ça m'a étonné. Ça, ouais, et voilà. Alors, l'explication, c'est que j'avais un coton ouaté. La dernière fois que je me suis fait vacciner, je m'en rappelle plus. Doit faire 5-6 ans avant le voyage. Alors, j'avais oublié que, contrairement à une prise de pression où on a l'avant-bras qu'on peut relever, en tout cas, j'avais oublié que ça allait sur l'épaule et voilà. Les gens m'ont prêté des mauvaises attentions pensant que je voulais faire ma petite vedette et non, pas du tout. Les gens sont méchants, franchement, mais voilà. Alors, je dois avouer que je suis parti 15 minutes, par contre, avant, en fait. J'ai pas fait mon 15 minutes de repos par la suite parce qu'on était dans un coin du stade, beaucoup de personnes, plus ou moins bien distanciées dans un espace mal ventilé, et je me suis dit, hey, ça serait même maudit que j'attrape la COVID par aérosol pendant que j'attends mon 15 minutes. Alors, voilà, je suis parti, mais très content. Semaine difficile, mais une pensée pour mes amis journalistes du Journal de Montréal. Semaine difficile pour le Journal de Montréal, et là. D'abord, il y a eu le scandale de la promenade Camille Lorrain. Vous vous rappelez, en début de semaine, le journal annonçait que Camille Lorrain, ce grand politicien, n'allait pas avoir sa promenade à son nom et que c'était la faute de Projet Montréal, de Valérie Plante, du wokisme de Valérie Plante. Et Isabelle Haché a fouillé le dossier pour se rendre compte que ce scandale était une invention de toute pièce des chroniqueurs du Journal de Montréal. C'est Martineau, en fait, je pense qu'il a donné la charge de premier pour dire, regardez comme c'est dégueulasse, Montréal ne veut pas commémorer un homme blanc hétérosexuel, c'est les inclusifs de Projet Montréal, et bon, évidemment, tout le monde embarqué, toute la ribambelle de chroniqueurs du Journal de Montréal embarqué, et finalement, Isabelle Haché s'est rendu compte que c'était pas ça du tout. C'est qu'il y avait déjà un bout de rue qui portait le nom de Camille Lorrain à Montréal, dans l'est de la ville, et que c'était pas possible de baptiser un deuxième endroit. Finalement, bon, ça s'est réglé, mais Isabelle Haché a bien démontré comment un scandale
s'inventent de toutes pièces grâce à des chroniqueurs. Et ça m'a bien fait rire parce que, bon, je l'avoue, je suis abonné au Journal de Montréal. C'est pour ça que je vous en parle, parce que j'ai tergiversé, surtout qu'il y a eu en plus la une du variant indien avec la photo de Justin Trudeau déguisé en indien aussi, qui a rajouté à la mauvaise semaine au Journal de Montréal. Mais pour l'affaire de Camille Lorrain, ça m'a... écoutez, je suis abonné. J'ai hésité, sincèrement, parce que le fait de se désabonner, ça envoie un message, mais en même temps... Bon, on le sait, là, Richard Martineau, c'est toujours la même chronique. Moi, je ne le lis plus depuis des années. Joseph Facal, c'est la même chose. Joseph Facal, un chroniqueur que j'ai déjà aimé, mais qui maintenant, une chronique sur 3, fait un texte sur le déclin de notre civilisation. Et les 2 autres chroniques, il parle de la liberté d'expression à l'université. Denise Bombardier, même chose. Elle aussi, elle en a mis plus que le client en demandait sur ce faux scandale Camille Lorrain. Je l'avoue que, cela dit, ça faisait changement de ses chroniques élogieuses sur François Legault. D'ailleurs, je me disais, si le Québec était envahi un jour par une puissance étrangère, je suis pas mal certain que la première à écrire un texte élogieux sur le pouvoir viril des nouveaux occupants serait Denise Bombardier, probablement. Bon, voilà. Alors, ensuite, cette une fétide, disons-le, du variant indien avec un gros plan de Justin Trudeau déguisé en indien folklorique. Ça aussi, je pense que c'était la goutte de trop. C'est vrai que quand on y pense, ça fait très tabloïd comme une, mais sachant le climat social, entre autres par rapport au racisme, par rapport à ce qu'on voit sur les médias sociaux, entre autres, je trouve que la rédaction du journal aurait dû y penser à 2 fois avant de faire une de la sorte. D'ailleurs, le syndicat des journalistes du Journal de Montréal n'était pas content, et je les comprends parce que moi, en tant qu'abonné, c'est à ça que j'ai pensé en me disant, bon, est-ce que je me désabonne ou je poursuis? Et je me suis dit, si on enlève tous les chroniqueurs et les chroniqueuses, pour la plupart, que moi je ne lis jamais parce que je trouve c'est répétitif, c'est toujours la même chose, il reste qu'il y a un travail journalistique. Il y a des bons journalistes à Radio-Canada. Excusez-moi, oui, à Radio-Canada, il y en a, mais au Journal de Montréal, il y a des bons journalistes. Le bureau d'enquête, entre autres, qui je crois est toujours dirigé par Antoine Robitaille, fait un bon travail. On en a reçu des journalistes du bureau d'enquête plus qu'une fois à la balado du bureau d'enquête du Journal de Montréal. J'avoue que le Cahier Week-end aussi, bien que fait souvent la promotion de produits québécois, couvre énormément de sujets dans le monde de la culture et parle aussi de danse, entre autres, parle de poésie, parle de livres. Alors voilà, j'ai soupesé le pour et le contre et j'ai conservé mon abonnement au Journal de Montréal. Et comme je me refuse à acheter un iPad, je suis pas abonné à la presse. Donc, j'ai le Devoir et j'ai le Journal de Montréal. J'ai comme les deux extrémités de la presse écrite grand public. D'ailleurs, contrairement à tous les grands médias, je ne parlerai pas, je vous l'annonce tout de suite. Je sais qu'il y en a qui vont être déçus du grand sommet organisé par Joe Biden pour tenter de nous faire croire que les grands pollueurs de ce monde se sont rendus compte que l'environnement, c'est important. Je sais que le Canada, entre autres, a annoncé une réduction des GES, un objectif de réduire les GES de 45% dans je ne sais pas combien d'années, se basant sur la cible de 2005 qui elle-même se basait sur la cible de... Sincèrement, là, moi, je suis un peu écœuré de ces annonces-là qui, je trouve, riment à rien. Le gouvernement fédéral a publié son budget, a dévoilé son budget il y a quelques jours. Il y a supposément 17 milliards en environnement, entre autres, bien que, et c'est les risques qu'il a souligné, il n'y a même pas 3% de ce budget-là qui vise à réduire et à faire disparaître l'empreinte carbone du Canada. C'est essentiellement de nouveaux investissements dans des projets incitatifs pour que les grandes entreprises soient aidées par le gouvernement pour changer leurs pratiques. C'est à leur bon vouloir. Il n'y a rien de vraiment contraignant. Et j'avoue que, et j'entendais Joe Biden vendredi parler d'une occasion de s'enrichir, de créer des jobs payantes avec l'économie verte. Et vous le savez, Yves-Marie Abraham est venu ici l'an dernier. Il faut se méfier vraiment de ce discours-là d'opportunité, de croissance avec l'environnement, parce que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut viser la décroissance. Alors, voilà, je trouvais que cette semaine, puis moi-même, j'ai été appelé à en parler à tout un matin avec Paul Journet. Puis je trouve que souvent,
on tombe un peu dans le piège de décortiquer ces annonces-là en leur donnant toute la crédibilité qu'elles ne méritent pas vraiment parce que ça fait des années. Là, je sais que le premier ministre Trudeau n'est pas là depuis si longtemps, mais depuis qu'il est là, les GS ont augmenté. L'empreinte environnementale du Canada s'est alourdie. On est toujours propriétaire d'un pipeline et c'est pas pour le fermer que le gouvernement fédéral l'a acheté. Alors, non, malheureusement, cette semaine, je n'embarquerai pas dans cette farandole de faux optimisme envers l'économie verte. Je sais pas, c'est peut-être je suis peut-être rendu trop cynique. J'y crois encore, mais pas de cette façon-là. Et j'ai pas envie... on va donner des chiffres parce que Justin Trudeau, cette semaine, disait bon, le Canada va faire sa part, évidemment, mais il va falloir que les provinces fassent leur part. J'ai hâte de voir en Alberta et en Saskatchewan ce qu'ils vont dire. Mais seulement au Québec... Cette semaine, je recherchais en fait des faits pour voir où on en était. Puis oui, les Québécois dans les sondages se disent conscients du réchauffement climatique, mais en même temps, sur le parc automobile de 5 millions de voitures, et si on peut en ajouter même, mettons 5,4 millions avec les voitures institutionnelles, 70% du parc automobile québécois est constitué de VUS et de camions légers. Plus, évidemment, les camions, les poids lourds, mais 70% du parc automobile, ce sont des VUS. Et là-dessus, 50% des propriétaires de VUS habitent en ville ou en banlieue. Alors, on est loin, comme le dit souvent Benoît Charette, il ne veut pas surtaxer les VUS parce que les gens dans les milieux ruraux en ont besoin pour le travail. C'est une minorité de propriétaires de VUS qui s'en servent pour le travail, pour leur occupation. Sinon, c'est rendu le véhicule individuel de choix. Alors, je veux bien que les Québécois se disent consciencieux de l'environnement, mais ils achètent en masse des VUS. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le début de la pandémie, les pubs de voitures qui nous promettent des lendemains qui chantent et qu'on va pouvoir enfin aller faire du camping sauvage avec nos enfants de 2, 4 et 6 ans avec notre Subaru. Il y a encore cette espèce de greenwashing-là aussi de la voiture. Et là, il y a des porte-paroles. Je me pose des questions parfois de personnalités connues qui acceptent de devenir porte-parole. Jusqu'à quel point? Bon, là, je comprends que chacun a des comptes à payer, là, mais tu sais, des fois, je me dis... Tu sais, t'animes un show à TVA de couple qui essaie de se matcher. T'es comédien, puis là, en plus, t'es porte-parole pour Kia ou Hyundai. Tu sais, je sais pas. J'ai un petit malaise parce que je trouve que, vous saviez, vous vous rappelez, c'est Olivier Ducharme qui était venu nous en parler sur son livre de La voiture et la ville et qui disait on devrait peut-être éventuellement considérer les pubs des voitures comme les pubs de cigarettes dans les années 80 et les interdire. Moi, je suis quand même rendu là, je pense, dans ma réflexion, mais bon, peut-être que je suis trop extrémiste. Juste cette semaine, et d'ailleurs, on va en parler parce que ça va être une de nos invitées, Julie Bélanger, qui est directrice de cabinet pour la mairie d'arrondissement du Sud-Ouest, mais qui est spécialiste dans le domaine de l'événementiel et des politiques culturelles publiques. En fait, son CV est beaucoup plus large que ça. Et cette semaine, là, dans quelques instants, on va aller lui parler du nouveau plan directeur du parc Jean-Drapeau. Moi, je trouvais ça intéressant. C'est une réflexion qu'elle a fait sur Facebook ce week-end. Une longue publication vraiment bien écrite qui nous expliquait tous les enjeux de comment une ville peut se réapproprier des espaces publics pour les offrir aux citoyens. Et on le sait, avec le parc Jean-Drapeau, il y a eu une levée de bouclier, entre autres, de groupe CH, qui est Evenco, qui organise Oshéaga, tout ça. Et quand la ville a annoncé son plan directeur, les commentaires, et c'est Alexandre Shield du Devoir qui le soulignait, parce que sur le site du Devoir, les commentaires de gens qui étaient outrés parce que la ville veut interdire l'accès aux voitures au parc Jean-Drapeau. Il y a des gens, je pense, qui étaient prêts même à s'immoler avec de l'essence sans plomb pour se battre contre la guerre à l'auto que supposément pratique Projet Montréal. Alors, c'est pour vous dire comment on est loin. Puis c'est pas les commentaires négatifs, là, c'était pas des cas isolés. On est encore loin, je pense, d'une vraie prise de conscience environnementale au Québec, malheureusement. Donc, on va quand même parler de ça, du rapport qu'on a avec les grands événements, du financement public, comment ça fonctionne, comment il y a d'autres modèles qui existent en Écosse. Alors, on va faire ça avec Julie Bélanger. Il y a François Carabin également, qui va venir faire sa deuxième chronique
tout petit, tout jeune François Carabin, journaliste Métro, qui en fait est correspondant parlementaire au journal Métro, et qui va venir nous parler des 150 ans de la tribune parlementaire et de la place des correspondantes parlementaires dans l'univers médiatique. Vraiment, je sais que son premier passage avait eu beaucoup de bons commentaires, alors je suis content qu'on le retrouve, mais nous commençons tout de suite avec Hélène Faradji qui offre une chronique à mon petit Miville et tous les petits Miville à venir sur l'égalité des chances, sur l'accès à une éducation de qualité. Alors voilà, on est prêt pour ce 30e épisode de la balado de Fred Savard. On va rejoindre tout de suite Hélène Faradji. Bon épisode tout le monde. Alors, c'est toujours avec plaisir qu'on rejoint Hélène Faradji. Bonjour Hélène! Bonjour Fred, comment ça va? Ça va très bien, ça fait longtemps qu'on ne sait pas... En fait, nous, on avait préenregistré un épisode sur les films de char. Et voilà, alors de retour, j'ai eu peu de détails sur votre chronique, Hélène. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que vous nous préparez. Oui. Je prépare l'arrivée de votre petit Miville. Et j'ai envie de vous dire, comme dans La Vérité si je mens, Mazel Tov, Fred. En fait, non, Papa Fred. Je pense que je vais vous appeler Papa Fred maintenant. Mon Dieu. Non, mais pour vrai, c'est quand même une belle nouvelle. Ben oui. L'arrivée d'un petit bonhomme, tout flambant neuf, avec tout à faire, tout à écrire, tout à apprendre. Dans ce monde chaotique. Exactement, mais c'est surtout pour vous et pour lui l'ouverture d'un champ de possibles qui est super excitant. Oui. Puis, forcément, cette arrivée-là, elle teinte le regard de vos chroniqueurs et de votre chroniqueuse. Vous entendez mon sous-entendu, Fred? Oui. Ouais, ok. En tout cas, moi, ça m'a fait ça parce que depuis que votre héritier est né, je pense à comment je vais pouvoir souligner tout ça sans que ça devienne une chronique où c'est des gens qui se parlent et se félicitent entre eux. Mais je voulais quand même le mentionner parce que sinon tout le monde va penser que j'ai pas de cœur et que j'ai pas de sensibilité. Donc, mais là, les astres se sont alignés parce que le sujet de ma chronique, plus les jours passaient depuis la divine naissance, plus il m'est apparu clair. En fait, depuis les dernières semaines, depuis le début de l'année, depuis même le maudit 13 mars 2020, il y a comme un faisceau de conjonctures qui ne pouvait déboucher que sur un seul et même sujet, c'est-à-dire l'éducation. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? La question de la ventilation, la question de la grève qui va peut-être ou peut-être pas avoir lieu de façon massive dans toutes les écoles du Québec, les conditions d'exercice du métier de prof, l'université Laurentienne qui a été complètement ratiboisée, en tout cas en français, s'il vous plaît, la maudite question de la liberté académique, l'école à distance, la sortie du Club Vinland de Benoît Pilon qui a été avorté après 2 semaines à cause de la pandémie, la naissance, évidemment, de votre divin enfant, parce que il n'y a pas un seul parent qui ne veuille pas le meilleur pour son enfant. Et le meilleur, ça passe forcément par une éducation qui est fun, variée, solide. Tout ça, ça m'a donné envie de vous parler de ce sujet qui est tellement 2021 et qui, en fait, est tellement 2021 parce qu'on est arrivé cette année à un point de bascule. C'est le moment, on le sent, où tout doit changer parce que depuis des années et des années, on rafistole avec des bouts de ficelle, on met des band-aids sur des plaies ouvertes et on espère que ça tienne. Surprise, Fred, surprise, ça ne tient pas. Mais non. Et là, évidemment, dans cette chronique, on va pas essayer de donner des solutions magiques pour que tout aille mieux dans le meilleur des mondes, parce que ni vous ni moi, Fred, n'avons de compétences particulières en pédagogie, en éducation, en gestion des finances publiques, sauf que on est tous les deux des parents. Et comme je disais, il y a bien une chose que tous les parents veulent, c'est l'égalité des chances. Oui. Ce qu'on veut, c'est que les enfants, ils aient le sentiment que, oui, ils peuvent absolument tout faire, ils peuvent rêver. Et si en plus, ils voient que leur prof est heureux ou heureuse, souvent, ils vont aussi vouloir devenir prof. Et j'ai eu envie qu'on écoute un extrait d'un très, très beau documentaire qui a été réalisé par Nicolas Philibert en 2002. Ça s'appelle « Être et avoir ». Et c'était une situation assez particulière, puisqu'il nous parlait d'une école de campagne où il n'y avait ni assez d'élèves, ni assez de profs, ni assez de sous pour qu'il y ait différentes classes. Et donc, la solution qu'on avait trouvée dans ce petit village, c'est de faire une seule classe qui allait de la maternelle jusqu'au CM2, c'est-à-dire la 6e année ici. Ça a lieu en Auvergne et le prof, ce modèle d'homme, ce modèle de prof, il s'appelle Georges Lopez. On écoute ce qu'il demandait aux enfants. Quand on sera grand, on va voir comment on garde nos enfants. Exactement. Et peut-être tu seras maîtresse un jour.
Oui. Tu commanderas à tes élèves. Oui. Tu aimerais bien? Oui. Moi aussi. Toi aussi? Moi aussi, je veux faire comme vous. Tu veux faire comme moi? Moi, Tu veux être maître? Moi, je veux faire motard. Toi, motard. Et toi? Qu'est-ce que tu voudrais faire, Laetitia, toi? Elle veut faire vétérinaire. Vétérinaire? Qu'est-ce que c'est ça, vétérinaire? C'est pour soigner les animaux. Oui. Oh. Oui, ils veulent tout faire, puis c'est merveilleux. Et moi, j'en ai vu assez des films scolaires pour savoir que ben non, ça s'obtient pas en criant ciseaux, l'égalité des chances. Parfois, il y a des inéquités qu'on peut pas régler juste avec de la bonne volonté, que devant la toute puissance de l'institution scolaire, ben non, on n'est pas tous égaux. Et si je prends seulement la question des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou des besoins particuliers, évidemment que le point de départ du parcours fait que ce parcours, justement, il pourra pas être le même pour tout le monde. Sauf que ça peut se corriger, ça. Oui. Ça peut se corriger si on donne des ressources équivalentes aux établissements. Voilà. Si partout sur le territoire, les accès, par exemple, à des ressources en orthopédagogie sont les mêmes, qu'on offre un soutien qui ne demande pas aux parents de débourser $50 de l'heure pour pallier à ce que l'école ne peut pas offrir dans leur quartier. Et rappelons, Hélène, j'ouvre une parenthèse, qu'au Québec particulièrement, Ouais. on a un des systèmes scolaires les plus inégaux. Mm-hmm. Au Canada, entre autres, mais peut-être même, j'irais pas jusqu'à dire en Occident. Et ça, c'est des multiples études. Entre autres, je pense que c'est le Conseil supérieur de l'éducation qui l'avait publié, le dernier. En tout cas, c'est le dernier que j'ai vu. On fera pas tout ce débat-là sur l'école privée, l'école publique, mais on le voit depuis le début de la pandémie. Ben oui. Les différences entre l'école publique et l'école privée, ne serait-ce que par rapport à l'autonomie. Vous parlez de ventilation au début. On a laissé les commissions scolaires anglophones, entre autres, et les écoles privées gérer comme elles l'entendaient à peu près comme elles l'entendaient, l'installation de ventilateurs, alors que l'école publique francophone, entre autres, ils n'avaient même pas le droit. On se demande si ce gouvernement-là, entre autres, et c'est pas le premier, là, les gouvernements d'avant aussi, c'est pas une façon en douce de dire aux gens, si vous voulez quelque chose de qualité, payez. On va vous aider, parce que les écoles privées sont financées. Mais l'école publique, j'ai l'impression qu'on la laisse un peu à l'abandon pour que les gens prennent leurs décisions eux-mêmes d'envoyer leurs enfants privés. Ben, c'est un peu la culture du libre entrepreneuriat, presque. Hein. C'est-à-dire, débrouillez-vous, puis si ça marche, on va vous aider. Mais il y a des domaines où on ne peut pas appliquer le libre marché. Dans le domaine de l'éducation, ça ne fonctionne pas. Si on pense 2 minutes à ce qu'implique l'égalité des chances, je pense qu'il y a 2 choses d'abord qu'on peut souhaiter pour que ça ne reste pas qu'un concept théorique abstrait. Parce que moi, il y a un truc dont je suis persuadée. Sur la question de la liberté académique, par exemple, en ce moment, ce à quoi on assiste, c'est facilement reliable à cette question d'égalité des chances. Parce que les voix de ces étudiants, de ces étudiantes qui sont outrés qu'un prof leur mette sous le nez un texte ou une œuvre qui date d'un temps où, dans le fond, c'était bien correct d'être raciste, cette voix, elle serait probablement moins ulcérée si, à la base, l'égalité des chances était un principe fondamental de notre société. Parce que si on se sent exclu depuis le départ, si dès votre entrée dans le parcours scolaire, parce que vous vous appelez Y ou que votre couleur de peau est Z, on vous dit, non, toi, tu vas avoir accès à une école qui est moins bien cotée. Toi, tu vas évoluer dans un contexte où tout va te rappeler que c'est les autres qui sont privilégiés. Forcément, quand ces enfants-là atteignent l'âge où ils peuvent exprimer des idées, des opinions, ils gueulent. Ouais. C'est normal. Ouais. Et ce qu'on entend en ce moment, évidemment, ça donne des situations ubuesques. Et voyons qu'on va mettre au bûcher des œuvres. C'est absurde. Mais si on y réfléchit une seconde, on entend bien que cette souffrance, elle n'est pas causée par un bouquin ou un film. Elle est le fruit de tout un parcours où tout le monde a dit aux jeunes en question, tu n'es pas l'égal de ton frère qui s'appelle Mathieu ou Sébastien, qui, eux, étudient dans une école où on les laisse rêver. Et donc, je disais, il y a 2 choses pour qu'on se remette sérieusement, concrètement, à parler d'égalité des chances. Et d'abord, c'est la cantine scolaire. Ouais. Oh, intéressant. Ouais. Et c'est pas parce que je suis une maman tannée de faire des lunchs. Je me suis habituée. Ça va. Ouais. Mais je le vois bien, moi, quand ma fille rentre de l'école et qu'elle me dit, un tel, il avait de la pizza frette, une telle, elle avait des pogos. Ouais. Et ma fille qui entre dans le merveilleux monde de la préadolescence, elle me trouve ben conne de pas lui donner ça à manger. Mais moi,
quand elle me dit ça, ça me fait de la peine. Ouais. Parce que ça me fait penser à mon enfance à moi, à mon école, avec sa cantine scolaire, où on lisait tous notre âge dans le fond des verres en Pyrex, où on mangeait tous la même chose, où on faisait des batailles de purée quand le surveillant regardait pas, et on retournait tous en classe le ventre plein de la même chose. Et ça a l'air d'un détail, peut-être, mais je crois sincèrement qu'il y a dans l'instauration de ces cantines un premier pas pour assurer un départ qui serait sur la même ligne à tous et à toutes. Et même Michael Moore, dans son horrible film Where to Invade Next, c'est vrai, il était atroce celui-là, il était terrible. Il partait partout dans les pays pour voir ce que les autres faisaient mieux que les États-Unis. Ah ouais. Mais pour au final dire, c'est quand même les États-Unis le meilleur. Bon. mais non, mais lui... je comprends. Moi, je suis pas le plus grand fan de Michael Moore. Je me rappelle à l'époque des apartistes, il était très présent, il sortait ses films. Ouais. Bon. Et c'était une espèce d'idole de la gauche de l'époque. Puis moi, j'ai toujours trouvé un peu ses méthodes. Oui, racoleur. Racoleur. Et franchement, je comprends votre réserve pour Michael Moore. Il rajoutait du fun dans le discours de gauche, Oui. ce qui existait peut-être pas tout à fait à l'époque, mais... Et on en aurait besoin aujourd'hui du fun dans le discours. C'est vrai. Mais bref, dans ce film-là, il en revenait pas de l'impact positif qu'un truc aussi bête que des cantines scolaires avec de tout pour tout le monde pouvait avoir. On écoute un petit extrait. Does that look good to you? Non. Non. Pas ça surtout. We don't know what's inside this. C'est pas très équilibré. Non. Franchement, ça donne pas envie de manger. Hein. Yeah, I know. It's like I'm showing you photographs in an episode of CSI here. Les pauvres élèves. You know it's bad when the French pity you. What's even more remarkable is that Chef Moniac spends less per lunch than we do in our schools in the United States. And this public school is not in a wealthy area. In fact, I got a hold of a copy of the menu from one of the poorest schools in one of the poorest towns in France. And this is what they're eating this month. A fillet of cod in a dill sauce, fennel and beef stew, moussaka, and a choice between a caramel or vanilla flan. Not to mention, there's at least one cheese option every single day. Intéressant, sauf que on peut quand même présumer que le rapport à la nourriture de la civilisation française versus la civilisation américaine, je sais pas si civilisation est le bon terme, mais c'est la base là, pour les différences qu'on entend, parce que là... Évidemment, parce qu'il leur montre des photos de ce qui est disponible dans les cafétérias américaines, donc des hot dogs, des burgers, ce que vous voulez. Puis là, les Français sont terrorisés, ils n'en reviennent pas qu'on puisse manger ça. Sauf que... Puis à la fin, juste pour les gens qui ont peut-être pas bien compris, Michael Moore énumère un menu dans une école pauvre d'un quartier pauvre en France. Avec de la moussaka, du poisson, des fromages, etc., etc. Des flans. Des flans, c'est vrai. Sauf que tout ça fait partie des impôts locaux qu'on paye quand on réside en France. Ça fait partie de ce qu'on paye collectivement pour que les enfants partent avec la même base. C'est-à-dire une alimentation qui soit saine, équilibrée et qui répare certaines inégalités, évidemment. Parce que vous avez des enfants qui ne pourraient pas venir à l'école avec ce genre de lunch. Ça se pourrait pas. Et là, évidemment, il y en a qui diraient, oui, mais ça coûte cher d'instaurer ça. Et je vais leur dire peut-être, mais ça coûtera toujours moins cher que les résultats d'une illégalité de départ. Parce que quand il faudra réparer les pots cassés en lançant des commissions sans longue vue sur la liberté académique, eh bien là, ça va nous revenir cher. Beaucoup plus que si on mettait de l'argent dès le départ du parcours scolaire. Et c'est là que j'arrive à ma deuxième idée, parce que je vous ai dit, il y a deux idées pour cette égalité des chances, et elle coûte encore plus cher. Et pas parce que je suis une pelleteuse de nuages ou une gratteuse de guitare, mais parce que on est au printemps, j'ai fait mon ménage du même nom, et devinez ce que j'ai retrouvé, Fred. Des vieux crayons de cire. Entre autres, mais aussi mon carré rouge. Oh mon Dieu! Oh oui, mon bon vieux carré rouge en 2012 qui était devenu le symbole de la lutte étudiante pour la gratuité scolaire. Et si je pense que les cantines, c'est une bonne idée, pensez-vous que je suis pour que les universités ne coûtent pas un rond ou presque? Évidemment. Ben oui, évidemment. Et je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à faire mes études en France, ça coûtait environ $200 par année. Ça m'a fait un choc. À l'université? Ça m'a fait un choc quand je suis arrivée ici.
évidemment qu'on se débarrasserait de beaucoup d'épines dans le pied. La liberté académique, oui, mais surtout cette conception de l'université comme une entreprise, le clientélisme, le déséquilibre social, en optant pour une solution comme celle-là. Parce que si je reviens à mon documentaire Être et avoir, à l'extrait de ces enfants qui rêvent à leur futur métier, l'égalité des chances, c'est pas de répondre à un jeune homme qui part pas avec les bonnes cartes dans la vie, par exemple, et qui rêve, je sais pas moi, depuis tout petit de devenir astronaute. Ce n'est pas de lui répondre, mon gars, faudrait d'abord que tu puisses te payer ces études-là. C'est de lui répondre, oui, évidemment, essaye. Ce système de quasi-gratuité, Fred, oui, c'est vrai, il crée beaucoup plus d'essais-erreurs dans le parcours des étudiants. Mais il ouvre l'esprit. Il fait en sorte que l'université, ça ne devient pas un espèce de McDo de luxe où on vous appâte avec des intitulés de cours de plus en plus précis selon vos intérêts, qui d'ailleurs, moi, me font beaucoup penser aux algorithmes de Netflix et des autres. Mais l'université, gratuite ou presque, ça redevient un lieu d'ouverture, un lieu d'apprentissage, un lieu où on peut tâter les choses avant de s'engager pour un bon bout de temps dans la vie. Et je le sais, Fred, je suis candide, je suis idéaliste. Je suis on en a besoin, Hélène. Ne vous excusez pas. Mais je crois que je suis quand même pragmatique parce que je me dis que si dans 10, 15, 20 ans, on veut pas encore plus payer, c'est maintenant qu'il faut investir. Et ce mouvement de grève des profs, par exemple, moi, je le rejoins demain si les investissements demandés concernent, oui, les salaires, oui, les conditions d'exercice du métier de prof, mais aussi une réforme en profondeur de ce que le système scolaire doit offrir à la société dans son ensemble. Vous vous souvenez, Fred, au tout début de cette pandémie, on était là avec nos arcs-en-ciel, nos espoirs. On pensait que c'était l'occasion d'un nouveau monde. Peut-être qu'il serait temps, oui, que le monde soit nouveau parce que votre Miville, ma Juliette et tous les autres, ils méritent effectivement le meilleur. Ah, bravo Hélène. Belle chronique, pleine d'espoir. Pleine d'espoir, c'est le printemps. Oui, et on parle d'égalité des chances, et là, on va y revenir, évidemment, je ne sais pas quand, parce qu'il y a tout ce débat sur la langue d'enseignement et des cégeps, entre autres. Oh oui. Et ça aussi, il y a une dimension d'égalité des chances là-dedans. Absolument. Parce que si on ne fait rien, et là, je ne me prononce pas officiellement pour étendre la loi 101 aux études postsecondaires, mais reste que de mes lectures depuis un an là-dessus, on se rend compte qu'il est en train de s'installer, comme à l'école secondaire, un système à deux vitesses. À deux vitesses, voilà. Et le système anglophone des cégeps et des universités qui fait un écrémage auprès des étudiants francophones, oui, mais des professeurs aussi, du corps professoral. Parce qu'un cégep anglophone qui prend de l'expansion, la population anglophone québécoise ne suffit pas pour garnir les rangs des enseignants. Donc, il y a un écrémage, il y a une sélection qui se fait à deux niveaux. Il va falloir collectivement y réfléchir. Je sais que les politiciens n'aiment pas ça, mais je trouve que ça s'insère dans cette réflexion sur l'égalité des chances. Oui, je crois. Puis je crois que c'est un concept qu'on prend un peu pour acquis alors qu'il devrait être à la base de tout ce qu'on met en place pour le futur, et notamment dans le système de l'éducation, mais aussi de la santé. Oui. L'égalité devrait être fondamentale et malheureusement, on l'a vu au cours de cette pandémie, elle ne l'a pas été. Et je pense que si on est pour reconstruire quelque chose de viable, il faut absolument qu'on se revrille ça dans le crâne assez profondément. Oui, tout à fait. Hey, merci Hélène. Et bon, malheureusement, Miville a déjà sa fille marraine, mais je vous mets backup. En haut de la liste si jamais l'autre meurt. On espère que non. On sait jamais, la vie est fragile. Je vais peut-être l'aider. Allez savoir. Salut Hélène. Bye. Alors, on retrouve avec beaucoup de plaisir François Carabin, journaliste au journal Métro, correspondant parlementaire. Bonjour, François. Bonjour, Fred. Le plaisir est partagé. Ben oui, il y a beaucoup de commentaires sur votre premier passage. Les gens étaient bien contents d'avoir cette nouvelle voix à la balado. C'est gentil. Ouais. Je me sens flatté. La prochaine fois, je vais vous les partager. Je vais vous les envoyer. Là, je les garde parce que je veux pas que l'équipe se gonfle la tête. Pas que ça me monte à la tête. Ouais, voilà. Vous nous avez proposé... en fait, on s'est écrit pour préparer cette chronique-là pour un sujet vraiment intéressant. C'est un anniversaire particulier j'ai pas vu beaucoup en couverture dans les médias, c'est-à-dire les 150 ans de la tribune parlementaire. Oui, exactement. La tribune de la presse, c'est peut-être pas connu pour tout le monde, puis il y a peut-être une raison aussi pour laquelle... Est-ce qu'on dit la tribune de la presse ou la tribune parlementaire?
Alors, officiellement, le titre, c'est la tribune de la presse du Parlement du Québec, si je ne m'abuse. Oui, là. oui. Je veux pas me faire lancer des pierres, mais je crois que c'est ça. Oui. Et donc, pour ceux qui la connaissent pas, la tribune de la presse, c'est une espèce d'organisation qui représente les journalistes qui sont accrédités au Parlement du Québec, qui les accrédite aussi, qui défend leurs droits, leurs privilèges là, devant le méchant politicien, non mais sans blague. Ah, OK, mais c'est vraiment, c'est une organisation de défense. Il y a un rôle un peu syndical, là, mais sans être un syndicat de base. Puis, c'est en quelque sorte... en fait, c'est une organisation sans but lucratif aussi. Oui. Donc, 150 ans, oui, c'est passé sous silence, évidemment, un peu avec la pandémie. Mais c'est une organisation qui a été fondée en 1871 au Parlement du Québec. C'est, évidemment, le journalisme parlementaire est plus vieux que ça encore, là, mais au final, c'est une organisation qui a été créée en 1871. Okay. C'est l'angle que je voulais aborder aujourd'hui. La présence des femmes à la tribune de la presse, des journalistes, des correspondantes parlementaires. Oui. Je vais vous donner une petite devinette, Fred. Là, c'est moi qui vais vous lancer des pierres. Ça a pris combien de temps, selon vous, qu'une première femme, disons, arrive à la tribune de la presse? Bon, écoutez, j'ai l'impression que... je dirais les années 70. C'est pas loin. Ça a pris, au final... environ 90 ans. C'est en 1961, donc, qu'une première femme arrive à la tribune. Oui. Qui est? Puis là, vous avez peut-être entendu son nom déjà. La salle Évelyne Dumas, ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait, ben oui. Ben, écoutez, la salle Évelyne Dumas, c'est une salle qui porte ce nom-là depuis pas très longtemps, en fait, depuis 2018. Ça a été nommé, donc, en l'honneur ou en mémoire d'Évelyne Dumas, qui est la première correspondante parlementaire au Parlement du Québec. Il y aurait eu d'autres journalistes avant qui n'étaient pas à temps plein. Okay. Mais son histoire à Évelyne Dumas est particulièrement impressionnante. En tout cas, pour moi, elle m'impressionne. D'abord, elle entre au Parlement à tenez-vous bien, 19 ans. Ah oui. Mais ça, c'est l'époque où tout le monde était jeune, hein? Oui, évidemment. On a l'impression que les journalistes étaient jeunes, les politiciens étaient jeunes, on regarde des séries télé un peu de ces époques-là, les gens ont l'air d'avoir 48 ans, puis là, ils te disent leur âge, ils ont 31 ans. Tout le monde était jeune. C'est peut-être ça, mais en tout cas, ça m'impressionne toujours à 19 ans. Ben oui. Ceci étant dit, la Tribune de la presse, c'est quand même une organisation qui est jeune. Là. Il y a beaucoup, je pense qu'il y avait un livre, puis d'ailleurs, je m'en inspire beaucoup pour cette chronique, un livre qui a été écrit par Jocelyn Saint-Pierre, qui rapportait en 2016 que la moitié des correspondantes parlementaires avaient moins de 30 ans. Donc c'est quand même une organisation qui est jeune. Mais dites-moi François Carabin, est-ce que c'est une assignation qu'on donne un peu, pas qu'on on prend pas ce rôle au sérieux, mais est-ce que c'est le genre d'assignation qu'on donne à des journalistes peut-être un peu plus jeunes, prêts, entre autres, à déménager? J'imagine qu'on n'a pas le choix, il faut se rendre à Québec pour suivre l'actualité. C'est un bon point. Est-ce que c'est quelque chose qu'on donne en début de carrière, la plupart du temps, à des journalistes? Mais c'est ce que j'ai observé quand même, là. Il y a beaucoup, c'est pas tout le monde qui est prêt à déménager, surtout quand on a fondé une famille, quand on est depuis... plusieurs années, par exemple, à Montréal ou dans un autre coin de pays. Oui. Donc, je pense qu'il y a quand même cet aspect-là. Moi, j'avais relativement moins d'attaches. Oui. Donc, ça a été plus facile de faire cette transition-là. Mais donc, pour revenir à Évelyne Dumas, je voulais vous en parler aussi parce que c'est une histoire particulière. Elle va devenir aussi là rédactrice en chef du quotidien Jour. Oui. Et en gros, c'est... Non, en effet. Je vais vous faire entendre Jocelyne Richer, qui est correspondante parlementaire ici au Parlement pour la presse canadienne, et qui m'a parlé d'Évelyne Dumas. Ben, c'est une pionnière, très certainement. Puis j'ose à peine imaginer comment ça pouvait être à l'époque. Et à l'époque, en plus, il n'y avait pas de femmes députées ou ministres. Il y a eu Claire Kirkland. Au début des années 60, et c'est tout. Alors, ça faisait figure d'exception.
Mais j'imagine que ces femmes-là se sont fait une carapace, ont un peu fonctionné, à développer quand même des amitiés, des complicités probablement, et à faire leur place en s'affirmant, puis peut-être parfois en serrant les dents quand il y avait des remarques sexistes ou des comportements plus machos, plus difficiles. J'imagine que c'était pas toujours facile. François Carabin, juste revenir un peu, une petite parenthèse sur Le Jour. On parle bien du journal fondé par le Parti québécois? Oui, c'est ça. C'est un journal là, qui avait une ligne éditoriale indépendantiste, si je ne m'abuse. Dirigé par Yves Michaud, créé en 1974, mais en fait, il a duré 2 ans. Parce qu'il y a eu petite chicane entre la ligne éditoriale et ce que les gens au Parti québécois voulaient en faire. Donc, Évelyne Dumas a dirigé ce journal-là. Absolument. Elle a aussi dirigé La Terre de chez nous, là, si je ne me trompe pas. Ah oui, qui existe toujours. Qui existe toujours, voilà. Oui. Il a mieux résisté au temps, à l'épreuve du temps. Oui. Et donc voilà, vous l'avez entendu, Jocelyne Richer, qui en parle uniquement en bien. Il y avait Gisèle Galichan aussi, qui a été une correspondante parlementaire, qui mentionne dans le livre là, de M. Saint-Pierre que je mentionnais plus tôt, qu'après le passage d'Évelyne Dumas, c'est comme s'il y avait un peu moins de préjugés, de résistance pour les autres membres là, de la cohorte. Elle a été seule un bon bout de temps, j'imagine. C'était un peu un cas isolé en 1961 d'avoir une femme correspondante parlementaire. Oui, tellement seule que, évidemment, c'est 20 ans après que les femmes aient eu le droit de vote au Québec, au provincial, mais tellement seule qu'elle est arrivée, puis ça a été mentionné par Mme Richer plus tôt, elle est arrivée avant même Marie-Claire Kirkland, donc la première députée du Parlement du Québec. Oui. Et donc, au fil des années, là, tranquillement, il y a des femmes qui vont évidemment se joindre à Madame Dumas, Évelyne Dumas, ce qui fait qu'en 2016, là, avec le décompte que j'évoquais là, dans le livre, on parlait de 146 femmes sur environ 60 ans. Là. Okay. Quand même, c'est un boys club. Oui, c'est le terme qu'on peut utiliser. Un terme qu'on va utiliser aussi beaucoup, c'est un grand collège de gars. Oui. Ça, j'ai calculé aujourd'hui parce que on se demande toujours là si on s'est amélioré, si on a fait du chemin. Oui. Donc, sur le total de membres de la tribune, là, puis j'ai exclu les membres honoraires parce que, bon, c'est une discussion pour une autre fois, mais sur le total de membres actifs de la tribune, on parle de 27% de femmes. Ça stagne, là, depuis les dernières années, ça a été à 29%. Là, je vous prends au dépourvu, mais dans le corps journalistique hors Parlement, est-ce que vous avez une idée de la proportion des femmes et des hommes? J'ai voulu vérifier, puis là, je vais vous dire, qu'en toute honnêteté, j'ai pas pu trouver de données assez récentes qui me satisfaisaient. Oui. Ceci étant dit, il y a quand même une plus grande proportion là, que ce que j'ai observé à la tribune, si on remonte à il y a quelques années en plus. On peut faire la comparaison aussi avec les députés de l'Assemblée nationale. Oui. Ça a longtemps été aussi un grand collège de gars, si on veut, le Parlement, le Salon Bleu. Aux plus récentes élections, il y a quand même eu une évolution. Là. On est dans la zone paritaire, il y a 55 femmes sur 125 députés élus. Donc, c'est 44%, c'est quand même un pourcentage qui est un peu plus respectable, si on veut. Oui, cela dit, on est en zone paritaire et je vous lance la question parce que vous êtes à la tribune, vous côtoyez les femmes députées, ministres. Oui, le 44% est intéressant, mais est-ce qu'on peut dire qu'on a la même patience envers les femmes et les hommes en fonction? Aujourd'hui, c'est drôle, je voyais Jean-François Roberge tenter de se dépatouiller dans toute cette ce fétide dossier de la ventilation dans les écoles et à envoyer des demi-vérités. Et j'ai l'impression que si Jean-François Roberge était une femme, François Legault serait peut-être un peu moins patient. Puis il y a eu des cas aussi où des femmes ont été dégommées, Daniel Mécan, qui ont été dégommées rapidement, malgré le 44% de représentation. Oui, on est en zone paritaire, mais est-ce qu'on a la même patience
En fait, là, c'est une question que je vous pose. Avez-vous l'impression qu'on a la même patience envers les élus femmes et hommes? Ben, ce que je peux répondre à cette question-là, du moins, c'est que l'avis des parlementaires d'opposition, des groupes d'opposition, c'est que réellement, il y a un double standard. Ouais, voilà, c'est ça. Que l'entourage du premier ministre, que ce soit dans la cellule de crise ou dans son conseil des ministres, et un boys club, c'est les termes qu'on utilise. Dans les 3 partis d'opposition, c'est de moins en moins silencieux, c'est-à-dire que on l'entendait moins ce discours-là il y a quelques mois, et là c'est assez clair dans les oppositions qu'on commence à s'impatienter avec les décisions du premier ministre, qui, vous l'avez dit, a défendu des collègues ministres hommes à plusieurs reprises. On peut penser à M. Fitzgibbon, on peut penser à M. Roberge. M. Jolin Barrette en a vécu aussi des petits scandales. C'est vrai. Bon, évidemment, vous avez nommé Mme McCann. Mme Damour a carrément perdu son portefeuille il y a quelques mois. Mme Chassé, au tout début à l'environnement. Voilà, exactement. Après 3 mois, si je me trompe pas. Ça a été un passage express au ministère de l'Environnement. Bon, il y a des avantages. Moi, je suis assez partisan des quotas en politique. Je trouve que c'est un... Je le sais qu'il y a même des femmes qui sont pas d'accord avec ça, mais je pense que ça obligerait les partis à faire l'effort de recruter à l'extérieur de leur cercle habituel, donc casser un peu le boys club pour éventuellement, après ça, les laisser tomber quand la culture changera. J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que Jocelyne Richer vous a confié également. Ben oui, absolument, parce que je voulais en fait savoir quels sont les avantages réels d'avoir une plus grande représentation, pour venir à la tribune, d'avoir une plus grande représentation journalistique de femmes qui interrogent le premier ministre, qui interrogent les élus d'opposition, les élus du gouvernement. Je vous la fais entendre. Sur la question des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences, il y a 20 ans, on ne parlait pas de ça. Ça existait à peine, c'était très marginal. C'était très difficile d'avoir un écho dans les médias. Mais moi, chaque fois que j'ai l'occasion, je le fais. Et maintenant, c'est dans l'actualité. On le voit beaucoup, les féminicides, si on en parle. Si un ministre a une question là-dessus, il répond spontanément. Ça fait partie du décor. Mais il y a 10-15 ans, ça ne faisait même pas partie du décor. Et voilà. Ça, je pense que c'est une excellente réponse pour démontrer l'importance de la diversité aussi dans les salles de presse. Absolument. On aurait pu parler de garderie, de la condition, donc plus largement de la condition féminine. Il y a plusieurs dossiers qui, peut-être plus naturellement, ne viennent pas en tête pour un journaliste masculin, un homme, qui vont surgir avec la présence de femmes. Là, donc, Et d'ailleurs, j'ai remarqué, François Carabin, je pense il y a 2 semaines, dans les points de presse, où on sentait M. Legault très fatigué, exaspéré, quand il a annoncé que l'objectif du 24 juin pour la nouvelle vie et la terre promise était peut-être... On le sentait abattu, et j'avais remarqué dans la composition des journalistes présents, une certaine... En fait, et là, j'ai pas noté leur nom, j'ai oublié. Il y avait 2 journalistes, 2 femmes qui étaient pas là d'habitude et qui étaient particulièrement pugnaces. Et j'ai remarqué aussi du côté anglophone que souvent, les femmes journalistes ont été un peu plus pugnaces envers le premier ministre que ce qu'on entend, mettons, de gens comme Louis Lacroix, avec tout le respect qu'on peut avoir pour Louis Lacroix, mais il y avait moins une bonhomie habituelle. Je sentais vraiment une pugnacité, et je suis peut-être le seul qui a remarqué ça, et je veux pas trop non plus essentialiser et genrer les interventions, mais j'avais l'impression que c'était des femmes plus jeunes et qui étaient moins là, qui étaient plus combatives, en fait, face au premier ministre, et on a rarement vu ça en point de presse depuis le début de la pandémie, de contredire même le premier ministre, de lui dire oui, vous pouvez le faire. Et je trouvais que c'était je sais de qui vous parlez. Ah oui. Mais en fait, pour être exact, là, le point de presse auquel vous référez, je crois que j'y étais présent. Oui. Puis c'était à Montréal. Oui, voilà. Donc ce n'était pas des journalistes accrédités à la tribune de la presse. Ah, voilà. Ça peut jouer un rôle. On s'en est déjà
parler, si je ne m'abuse. Là. Oui, ben le fait de fréquenter à la petite semaine les politiciens, j'imagine que ça change le rapport aussi, forcément. Sans que vous deveniez amis, forcément, il y a une espèce de convivialité qui s'installe, j'imagine. Oui, c'est surtout en fait que, puis là je m'avance, mais j'ai l'impression quand même que comme on les côtoie énormément, on a quand même un rôle de rapporter la nouvelle, mais on a aussi un rôle d'aller chercher de la nouvelle exclusive ou qui n'apparaît pas nulle part. Et des fois, ça passe par un contact régulier avec un politicien ou avec son attaché de presse qui peut faire en sorte qu'il y a un jeu de séduction même d'une certaine séduction. C'est peut-être pas le bon mot, mais oui. C'est la séduction versus la pugnacité que vous évoquiez. Ouais. C'est pas toujours facile là. D'ailleurs, j'essaye encore de rester sur le fil de fer, mais c'est particulièrement c'est un défi. Mais donc pour revenir au point de presse de Montréal, là, ça a été un bel échange, ça je peux le dire avec certitude. Et je pense qu'il y a un autre journaliste qui a posé une question qui avait été abordée quelques temps avant, puis François Legault il avait dit coudonc, vous n'étiez pas là tantôt, là, on en a parlé, puis c'est la première fois que je voyais François Legault perdre patience. Ouais, je sais pas, peut-être que le point de presse s'étirait. Oui. La pandémie s'étire, hein. Oui. J'aurais pas aimé être dans les souliers de ce journaliste. Non. En toute honnêteté. Non. C'est possible, j'aurais pu. En terminant? Je voulais revenir un peu sur la composition de la Tribune de la presse parce que, bon, évidemment, la Tribune de la presse étant un organisme de représentation, il y a un conseil d'administration. Oui. Et pendant longtemps, encore plus longtemps, ça a été dur de percer sa muraille, si on veut. La première femme qui a été élue, donc si on veut, à ce CA-là, c'est en 1960, dans les années 1970. Oui. On a eu un premier CA paritaire en 1994, mais depuis, ça s'est pas répété, ou on s'en est rapproché, mais ça s'est pas répété. Oui. Katia Gagnon est la première présidente de la Tribune de la presse. Katia Gagnon qui œuvre toujours à la presse aujourd'hui. Oui. Donc aujourd'hui, si on fait le calcul, c'est un tiers du CA qui est représenté par des femmes. Donc encore aujourd'hui, on peut le dire, cette Tribune de la presse a été et reste un grand collège de gars. Oui. Les choses changent tranquillement pas vite. J'ai l'impression... Tu sais, tantôt on parlait face à l'extrait de Jocelyne Richer, comment les sujets abordés par des femmes vont différer un peu de ceux des hommes. Moi, je pense à Amélie Pineda, entre autres, au Devoir, qui a vraiment... Le Devoir, en fait, entre autres, sur les féminicides, a vraiment pris les devants. Je trouve que c'est des exemples qui démontrent comment la diversité est importante. Puis on va terminer avec ça. Je veux vous entendre parce que moi, pour être accrédité à la Tribune, est-ce qu'on demande des aptitudes particulières ou c'est seulement les journalistes les journaux qui mandatent des journalistes et on les inscrit, on demande l'accréditation. Et est-ce que ça se fait automatiquement ou il y a des critères à respecter? Ça varie selon les médias qui sont présents à la Tribune. Chaque média a un peu sa façon de faire. Je pense, par exemple, Québécois est représenté à la Tribune de la presse. Oui. Donc, ils ont des bureaux à la Tribune. Contrairement au conseil de presse, où ils n'y sont pas du tout. En effet. On poursuit. C'est parce qu'on enregistre ça le jour de la fameuse une. Oui, la fameuse une sur l'Inde. Oui, d'ailleurs, la réponse de Danny Doucet, le patron, en fait, là, de la salle de presse, son titre exact... Je pense qu'il est rédacteur en chef. Oui, rédacteur en chef, voilà. Sous toute réserve. Là. Oui, voilà, vous avez raison. Qui a dit notre page frontispice exposait publiquement et on ne peut plus clairement la décision difficile que Justin Trudeau doit prendre au sujet des frontières canadiennes et des vols arrivant de l'Inde. C'est assez poète-poète comme justification d'une une. Franchement, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que journaliste, de cette une-là? Je sais que c'est des compétiteurs, tout ça, mais... Oui, mais c'est ça. C'est sûr que je vais faire preuve de mon devoir de réserve ici. Là. Ce que je peux dire,
il y a des excellents journalistes au Journal de Montréal et qui ne sont définitivement pas derrière cette décision. Voilà, parce qu'il faut... J'ai vu des commentaires passer, les gens disent « Ah, c'est du journaliste de bas étage ». C'est un titre, hein. Puis les journalistes, vous n'avez pas le contrôle sur les titres. Non. C'est-à-dire que, bon, évidemment, chez moi, peut-être un peu plus, étant donné la taille de mon médium, mais généralement, non. C'est les rédacteurs en chef, c'est les directeurs de l'information, les pupitreurs aussi, là, qui est un terme beaucoup utilisé dans les médias, qui vont décider là, de la mise en page. Et donc, souvent, un journaliste, on se réveille le matin, puis on va voir la une. Puis, c'est pas exactement peut-être la direction dans laquelle on s'en allait. Puis là, on dit tabarnak en prenant notre café. C'est encore votre devoir de réserve, hein? Vous ne me dites pas le mot que vous dites le matin quand le titre fait pas votre affaire. Voilà, exactement. Moi, je marmonne dans mon café. C'est ça que je fais. Hey, François Garabin, merci. C'est toujours intéressant. La fréquence, là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Il y a eu le petit congé de paternité aussi. Il y a eu des épisodes. Mais j'ai déjà hâte. D'ailleurs. Puis j'ai vu que vous êtes vacciné, d'ailleurs. En plus, je suis une vieille personne. Je ne sais jamais quoi dire. Est-ce qu'on dit bravo, félicitations? Non, on peut dire... disons, bonne vaccination. Ouais, bonne vaccination, voilà. Merci. Déjà hâte de vous reparler. Merci à vous. Puis, oui, en effet, à très bientôt. Au revoir. Bon, alors là, j'ai un défi devant moi pour le prochain segment de ne pas être trop montréalocentriste, mais je pense qu'on va y réussir. J'accueille à la balado Julie Bélanger. Bonjour. Bonjour, Fred. On va vous présenter parce que vous êtes à la balado, parce que vous avez fait un statut, très long statut sur Facebook, je pense que c'est samedi dernier ou dimanche dernier, sur le parc Jean-Drapeau. Et là, j'avais envie de vous inviter pour qu'on réfléchisse, pas au parc Jean-Drapeau spécifiquement, mais à cette relation entre les espaces publics, les grands festivals, les plus petits festivals. C'est pas seulement à Montréal, mais là, le prétexte, c'est le plan du parc Jean-Drapeau. On va en parler plus loin, mais là, je vais vous présenter parce que, je dirais pas tout votre CV, vous avez un CV très bien garni. Vous êtes directrice de cabinet du maire de l'arrondissement Sud-Ouest, Benoît Doré, c'est bien ça? C'est bien ça. Là, vous êtes à titre personnel aujourd'hui à la balado, mais vous avez une longue expérience dans le milieu culturel, entre autres, dans l'événementiel, entre autres, directeur de communication et de marketing, Théâtre Capitole à Moncton, pour l'Orchestre métropolitain, pour l'Orchestre symphonique de Montréal, chef de relations médias. Vous avez développé aussi, vous avez siégé sur des conseils d'administration, vous avez développé une expertise, en fait, directement reliée à l'organisation d'événements et... est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il manque des éléments importants de votre gigantesque CV, Julie Bélanger? Non, je pense que ça fait le tour. Peut-être mentionner aussi que je suis allée en Écosse pour une certification, en fait, parce qu'ils ont un modèle événementiel bien particulier. Oui, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Oui. Voilà. Et vous êtes spécialiste aussi de l'héritage d'Expo 67. Ben oui. Bon. Une expo, on n'en a pas parlé beaucoup, hein, d'Expo 67 au Québec dans les dernières années. Bon, on n'en parlera pas beaucoup, mais quand même, faut l'ajouter à votre CV. Et là, vous m'avez beaucoup intéressé avec votre... en fait, ça avait été partagé par quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je l'ai lu, votre long statut. Et je trouvais ça intéressant d'aborder. Et d'ailleurs, le titre de votre publication était « Les festivals, 7 show business uniques ». Et là, le déclencheur, c'est le dévoilement du plan directeur du parc Jean-Drapeau. Peut-être nous donner les grandes lignes de ce plan directeur et pourquoi il est important. Le parc Jean-Drapeau, c'est un bizarre de parc par rapport à d'autres parcs. On dit souvent, je vais être montréalocentriste moi aussi, on dit souvent on va au Mont-Royal, on va au parc La Fontaine. Ouais. Peu de gens disent on va au parc Jean-Drapeau. C'est vrai, les gens disent on va au casino, on va à la Ronde, on va à Oshiaga, on va à la Formule 1, mais on va pas, ou très peu, au parc Jean-Drapeau. Tout à fait. Fait que, il y a un gros travail à faire autour du parc depuis des années. Ça existait avant Expo 67, ça l'a accueilli Expo 67, c'est bien connu. Oui. Il y a eu un plan directeur, un premier en 93, puis là, après ça, plus rien. Fait qu'il y a comme pas de vision, il y a pas de planif, on y va à la pièce. Ouais. C'est un peu bizarre comme espace, puis il y
il y a plein de besoins qui sont en opposition. C'est-à-dire, c'est-tu un site événementiel? C'est-tu un parc? Oui. C'est-tu une zone d'entraînement sportive? Oui. Parce qu'il y a pas mal d'athlètes, cyclistes. Oui, et joggeurs aussi. Fait qu'on est là-dedans. Puis là, Julie Bélanger, juste un instant. Pour bien situer les gens là, qui n'habitent pas Montréal, mais qui viennent de temps en temps, quand on arrive sur le pont Jacques-Cartier, entre autres, c'est le parc qu'on voit à gauche. C'est la grosse boule, en fait. Voilà. Il y a plein de monde qui sont jamais allés, mais la grosse boule en métal le pavillon américain. Quand on est... Oui. Voilà, oui. c'est ça. Bon. C'est là. Donc là, il y a tout ça. Puis là, en 2017, il y a un événement qui a frappé l'imaginaire des gens, là, tu sais, ce qui a été appelé affectueusement le massacre à la tronçonneuse. Oui. Bon, on abat 1000 arbres. Oui. OK. On aménage l'espace. Puis là, à partir de là, il y a eu Attendez, un Julie, exercice... oui. Ça, c'est l'administration de Denis Coderre. C'était pour construire, entre autres, un amphithéâtre. Oui. Qui répondait mieux aux besoins, hein, parce qu'on se souvient que les gens qui allaient voir des événements avant, il y avait les 2 pieds dans l'eau quand il pleuvait. Oui. Quand même. Mais c'est un amphithéâtre pour Evenco. Ben, en gros, entre nous, on va se le dire. Oui. Qui d'autre peut faire des événements de Voilà, c'est pour Oshéaga, mais on va en parler un peu plus tard d'Oshéaga, entre autres. Là, mais oui, poursuivez. Fait que cet exercice-là, en fait, de coupe d'arbres, qui est triste à la base, a amené une réflexion en se disant, OK, il est peut-être temps qu'on ait des consultations publiques puis qu'on se demande qu'est-ce qu'on veut faire avec ce parc-là. Oui. Donc, l'exercice a été lancé sous Denis Coderre, d'ailleurs, à l'époque. Les consultations ont eu lieu en 2018, puis l'objectif des consultations, parce qu'on peut bien consulter pour consulter, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Oui. Donc, l'objectif des consultations, c'était de développer un plan directeur pour le parc pour les 10 prochaines années. Oui. Donc, pour le planifier, planifier son développement et faire en sorte qu'on planifie, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce magnifique espace, il faut quand même le dire. Oui, puis qu'on se le demande collectivement, que ce ne soit pas quelqu'un derrière une porte close, que ce ne soit pas ça. C'est un exercice vraiment collectif, tout le monde peut aller s'exprimer. Qu'est-ce que vous voulez pour le parc? Oui. Puis ça a bien marché, en fait. Hein? Au moment de la consultation en 2018, c'était la consultation le plus courue de l'histoire de l'Office de consultation publique de Montréal. 6000 participations. Quand même. Donc, un bel exercice. Puis à partir de là, de ce rapport-là, en 2018, là, l'équipe de la Société du Parc Jean-Drapeau, puis d'autres gens, la ville, toutes sortes de monde, s'est mis à développer le plan directeur. Fait que ce qui a été lancé, en fait, la semaine passée, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on se donne comme plan pour les 10 prochaines années pour ce parc-là. Oui. C'est de dire, bon, ce parc-là, faut qu'il devienne une destination. Puis là, quand je dis ça, j'ai l'impression de parler comme un vendeur de chars, mais ce qu'on veut dire par devenir une destination, c'est que les gens se mettent à aller au parc. Oui. Plus que juste à un événement. Oui, voilà. Donc, voilà. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, ça nous prend des bancs, ça nous prend du mobilier urbain, ça nous prend de la nature. Il y a des zones qui, pour toutes sortes de raisons, ont été délaissées. Oui. On a mis de la garnotte un jour, puis on n'est plus retourné, puis là, c'est un peu bof, tu sais. Oui. Fait que c'est ça le plan qui a été annoncé. Bon, et là, il faut dire que cette réflexion-là est entamée avant la pandémie, mais elle est devenue très, très importante d'avoir des espaces comme ça pour les Montréalais, parce que la pandémie, évidemment, nous confine, puis on sait que ça achève en partie, mais c'est plus ou moins vrai. On va en avoir encore pour des années. Donc, c'est important aussi, je pense, de réfléchir à ce qu'on fait avec le parc Jean-Drapeau, mais en même temps, et là, c'est là que je trouve intéressant, vous apportez dans le statut que vous avez fait une réflexion sur les événements, les grands festivals, l'occupation de l'espace public, l'espace privé, parce que une des premières réactions plutôt négative à ce plan directeur du parc Jean-Drapeau, c'est venu du groupe CH d'Evenco, en fait, qui lui disait, ben là, parce que la ville a annoncé qu'elle allait réduire l'espace consacré entre autres au festival Oshéaga, au groupe CH, on a un petit peu mal réagi. Et là, je voulais vous entendre là-dessus parce que c'est intéressant, parce que vous nous parlez aussi, Oshéaga s'inscrit dans une grande tendance qu'on voit depuis à peu près une quinzaine d'années, de ces gros événements-là qui deviennent une marque de commerce pour une ville, mais qui ont des exigences qu'il faut essayer d'accorder avec les besoins des citoyens, tout ça. Peut-être un petit mot sur cette réaction-là du groupe CH? Oui. Bien, c'est sûr que c'était une réaction assez négative. Puis évidemment, bon, là, on a investi, je dis le collectif, là, c'est de l'argent public. On a investi 75 millions
pour construire un amphithéâtre qui les sert en premier lieu, là, on va se le dire. Tout à fait. Donc là, 75 millions pour un amphithéâtre, donc ça peut être décevant de les entendre sortir publiquement en disant, ben là, ça marche pas, là, on n'en veut pas de ça, on veut pas être limité à des zones, parce que c'est ça que le plan directeur dit, c'est, OK, vous avez un bel amphithéâtre, 65 000 places de capacité, mais il faudra rester là pour faire vos événements. Vous ne pourrez plus aller dans les sous-bois. C'est ça, vous allez avoir moins d'espace qu'avant. C'est ça. Puis il va falloir travailler avec les autres utilisateurs du parc. Vous ne pourrez pas le fermer, par exemple, à tout le monde, sauf évidemment pendant l'événement. Donc, réaction très négative, que je comprends à la limite, parce que historiquement, Evenco, il rentrait dans le parc, puis il l'utilisait, il était chez eux. Donc, c'est sûr que là, puis on aurait tous la même réaction. On viendrait nous dire, là, tu vas rester chez vous, puis il va falloir que tu fasses attention aux voisins un peu. C'est sûr que ça demande un petit peu d'adaptation. C'est pas le fun. On va se le dire, tu sais. Mais au-delà de ça, c'est ça. Il y a des enjeux liés à la tenue de ces méga événements-là. Oui, mais parlons-en. Ce phénomène-là apparaît beaucoup au début des années 2000. Il y a déjà eu des gros festivals avant, mais pensons à Coachella, EDC, Summerfest, Rock in Rio, Glastonbury, où on peut voir sur YouTube des prestations. Glastonbury, qui est un gigantesque festival en Grande-Bretagne, Electric Zoo, Burning Man. Donc, Osheaga s'inscrit dans ce courant-là, qui a connu vraiment une expansion très, très grande depuis le début des années 2000. Oui, ça a explosé. Puis c'est exactement ça. Je veux dire, en l'an 2000, Osheaga n'existait pas, par exemple. Fait que on est vraiment dans ce mouvement-là. Puis c'est cool aller dans un grand méga événement. On achète un billet. On n'a pas vraiment besoin de se demander qu'est-ce qu'on va voir. On se pointe, puis on sait je veux dire, tu sais, le moment où, le 45 minutes où il y aura quelque chose qu'on n'aimera pas, on peut se promener. On ira se promener, tu sais, puis on reviendra, puis il y aura d'autres artistes après. Il y a quelque chose de super cool là-dedans quand même. Evenco, qui est maintenant Groupe CH, a comme actionnaire, entre autres, Live Nation, qui est vraiment une grosse compagnie. C'est que ça s'est mondialisé, en fait. On a l'impression qu'Osheaga, c'est plus artisanal, mais ça a été beaucoup ça au début, mais pas du tout. Il y a une industrie mondiale du festival. Et est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de ça que les conflits entre les utilisations des espaces publics entrent, dans le fond, en ligne de compte avec les intérêts des citoyens? Parce que, dans le fond, les gens qui organisent Osheaga, oui, ce sont des Montréalais, mais en même temps, ça reste une très grande compagnie qui est là pour faire de l'argent. Oui, effectivement. Ben, c'est bien dit. Live Nation, par exemple, est coté en bourse. Bon, voilà. Donc, souvent, l'image qu'on se fait du festival, tu sais, c'est un petit événement là, qu'il faut soutenir, deux gars qui ont eu une idée ou deux filles qui ont eu une idée. Et ça prend de l'expansion avec les années, mais c'est gérable. On ajoute des gens à l'équipe, mais là, c'est pas ça. Là. C'est vraiment une business mondiale. Oui. Puis Live Nation, en plus, c'est une compagnie américaine qui est cotée en bourse, mais on a vu au fil des ans aussi des acquisitions étrangères. On l'a vu à Montréal. En Grande-Bretagne, ils sont propriétaires. En 2018, ils étaient propriétaires de 25% des grands événements. Britanniques, exactement. Donc, il y a vraiment quand même un mouvement important là, de consolidation, puis de rachat, puis de... Et rappelons, Julie Bélanger, que Live Nation est actionnaire à 49% du groupe CH. Oui, exactement. Ça aussi, c'est... Puis c'est pas... Qui regroupe Evenco et Spectra, donc Festival de jazz, Francophonie. Et Juste pour rire maintenant aussi. Juste pour rire, L'Île Sonic, EV Montréal, Mondial des Jeux, Montréal en lumière. C'est vraiment... et j'ai envie de dire accessoirement le Canadien de Montréal, mais c'est vraiment une grosse entité. Oui, ils sont propriétaires aussi de nombreuses salles à Montréal, mais ça... Donc, c'est l'écosystème là, au complet événementiel et festivalier là, où Live Nation a un grand intérêt. Puis, au Canada, contrairement à d'autres pays, on finance, et au Québec en particulier, on finance largement nos événements, puis c'est une bonne chose, là, évidemment. Sauf que c'est une des raisons pourquoi Live Nation est à 49%. Comme ça, les événements restent à propriété canadienne. Donc, ils peuvent toujours recevoir des subventions. Oui, voilà, ça c'est intéressant. Donc, parlons de ça. Comment ça fonctionne? Parce qu'il y a un lobbying qui se fait, évidemment, parce que l'assiette d'argent public, elle n'est pas illimitée.
parlons peut-être du REMI, qui est un regroupement des événements majeurs internationaux. Il y a 31 membres dans cet organisme. Et dans le fond, c'est cet organisme-là qui fait du lobbying auprès des gouvernements pour, à chaque année, renouveler le financement. Est-ce que je comprends bien? Oui, exactement. Puis, et toutes sortes d'autres représentations aussi. On peut penser dans les 10 dernières années, là, l'enjeu de la sécurité est devenu majeur. Oui. Avant, probablement que vous vous souvenez de ça, on allait à un festival, on n'ouvrait pas notre sac à l'entrée, non, là, on rentrait, puis bon, voilà, Donc là, il y a toutes sortes d'enjeux maintenant. Fait qu'il y a tous ces enjeux-là qui sont propres à l'industrie événementielle. Pour les gros joueurs, donc disons les 31 plus gros événements au Québec, effectivement, le REMI les représente, fait une super job d'ailleurs de les représenter auprès des différents paliers de gouvernement pour augmenter l'aide disponible, évidemment, puis pour s'assurer que les programmes gouvernementaux répondent aux enjeux de ces grands événements-là. Et là, il y a le refrain qui a été créé également, puis c'est là que je trouve ça intéressant qu'on n'est pas juste à Montréal, parce que ça concerne aussi le refrain qui est le regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants, puis ça, il y en a dans toutes les régions du Québec. C'est constitué l'été dernier pour être capable aussi d'avoir sa voix au chapitre, parce que là, on a parlé de la consolidation de ces grands événements-là, mais là, il y a une nouvelle tendance depuis quelques années avec des festivals de niche. Est-ce qu'on peut on pourrait le dire comme ça? Oui, absolument, exactement. C'est vraiment ça, des événements plus spécialisés, de niche, puis à plus petite échelle, justement. Bon, mais là, il y a un certain choc parce que dans votre long statut sur Facebook, vous disiez que, bon, les coûts ont explosé, on l'a dit tantôt, la sécurité, et là, avec la pandémie aussi, il y a des nouveaux coûts qui s'ajoutent, qui ne vont pas disparaître dans les prochaines années. Comment ça fonctionne quand on organise un festival pour aller chercher des fonds publics? J'imagine qu'il y a une partie, puis vous le dites dans la section des modèles, là, il faut qu'une partie de la programmation soit accessible à tous. Bien, idéalement, c'est ce qu'on vise, effectivement, parce que c'est de l'argent public. Donc, c'est sûr que les pouvoirs publics veulent pouvoir se dire, bon, j'ai mis 500 000 dans cet événement-là, mais ma population locale, incluant les gens qui sont peut-être un peu plus vulnérables, qui n'ont pas l'argent pour s'acheter des billets à 100 ou 150 $, eux peuvent quand même aller profiter de l'événement puis avoir une programmation gratuite, souvent extérieure. Là, fait que ça fait partie du deal de mettre de l'avant qu'on a une programmation gratuite. Il y en a qui appellent ça de la médiation sociale. Là, c'est la même médiation chose, culturelle. Sauf que c'est pas le cas pour tous les festivals, parce que dans le fond, il y a vraiment deux modèles. Il y a le privé. Entre autres, on parlait de Oshéaga. C'est un festival privé, en quelque sorte. Il y a à peu près rien de gratuit dans la programmation. Oui, exactement. C'est un site où on ne peut pas accéder. Donc, si on n'a pas de billet, on se pointe à la clôture, puis c'est la fin. La Formule 1, c'est la même chose, par exemple. Si on n'a pas de billet, pas d'accès à la Formule 1. On peut aller sur la rue Crescent. On peut aller sur la rue Crescent pour s'asseoir sur une Ferrari. En fait, pas s'asseoir sur une Ferrari, mais se faire photographier à côté. Bon, ça, c'est le modèle privé qui reçoit des fonds publics, là. Oui. Et il y a le modèle public. Oui, exactement. Le modèle public, bon, évidemment, qui est sur la voie publique, généralement, là, au Québec, dans, je dirais, 95% des cas, on peut penser à tout ce qui est à la place des festivals, par exemple. C'est un lieu public. Et puis, à ce moment-là, c'est accessible à tous parce qu'au Québec, de façon générale, on peut pas privatiser la voie publique. On peut pas dire on ferme une rue pour notre événement puisqu'on assume que la rue appartient à tout le monde. Mais ça, c'est en principe, Julie Bélanger, parce que dans les faits, c'est pas vrai, là. Dans les faits, effectivement, il y a de plus en plus, depuis une vingtaine d'années, là, de cas d'exception, des fois avec plus ou moins de succès. Bon, on pense à la Formule 1, là, par exemple, ça n'a pas été un grand succès. Puis à Montréal, il y a une exception notable depuis une vingtaine d'années, c'est le Parc Jean-Drapeau. Voilà. Puis au Parc Jean-Drapeau, effectivement, c'est comme un compromis que tout le monde a fait, là, les gouvernements, l'administration, les événements. Au Parc Jean-Drapeau, on peut fermer la voie publique. On peut louer des espaces extérieurs. Oui, exactement. Tout à fait. On peut louer pour des mariages. On peut. Oui, d'ailleurs, vous parlez dans votre publication, Julie Bélanger, vous parlez d'un grand mariage en 2013. Est-ce que tout de suite, je me suis dit, est-ce que c'est Céline Dion avec Renan Angélil? Mais c'est pas ça. Hein? C'était pas avec la famille Desmarais, entre autres? C'était effectivement la famille Desmarais qui avait organisé un grand mariage princier, littéralement. Là. On pense pas à ça de nos jours, mais oui, c'était un mariage princier. Avec installation de clôture qui est toujours là, d'ailleurs.
Oui, exactement. Je sais pas à ce moment-ci s'il faut que je parle de générosité ou enfin. Ou d'aplaventrisme. Ça, moi, je vais me le permettre, je vais le dire de mon côté. Mais bref, on a eu un cadeau suite au mariage, le On collectif, belle clôture. On a une très belle clôture qui fait, je pense, 6 ou 8 pieds qui nous a été léguée depuis 2013. C'est le moment où on a commencé à utiliser la plaine des jeux en passant. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas de clôture. Donc, on ne pouvait pas vraiment privatiser cet espace-là. Ouais. À partir du moment où la clôture est restée après le mariage, ben là, ça fait un espace. Oui, ça fait un espace à louer. Voilà. Bon, abordons cette notion-là parce que vous l'abordez, puis je trouve ça intéressant qu'on y réfléchisse. Il y a d'autres modèles possibles. Et vous donnez le cas, entre autres, du Hogmanay et du Festival de Noël à Édimbourg. Vous disiez tantôt, vous avez reçu une certification d'Écosse. L'Écosse, entre autres, on le sait, les festivals en Écosse ont une résonance ici. Et moi, je connais plein de gens qui sont allés, autant des artistes que des festivaliers, qui me disaient que c'est incroyable. Entre autres, il y a un festival de l'humour, je crois, extrêmement populaire à Édimbourg. Oui, ben, le Fringe Fest d'Édimbourg, c'est le plus gros festival Fringe du monde. Ouais. C'est un truc, en tout cas, que je souhaite à tout le monde. Le nom m'échappait, mais c'est le Fringe. Oui, il paraît que c'est incroyable. Le Fringe, c'est ça. Ouais, j'espère que tout le monde aura la chance de vivre ça une fois dans sa vie. C'est un truc complètement fou, là. Oui. Ça prend la ville. C'est au mois d'août. La ville devient le Fringe. Voilà. C'est complètement... et quel est le modèle là-bas? Pourquoi il est intéressant, ce modèle-là? Et pourquoi il vaudrait la peine en fait, d'y réfléchir ici au Québec? Bien, il y a 2 trucs qui sont intéressants. La ville d'Édimbourg, au début des années 2000, là, fait que justement, à l'époque où les gens commençaient à créer des méga événements et tout ça, la ville d'Édimbourg s'est dit, ouais, OK, on pourrait organiser des grands événements, mais on n'est pas sûr qu'on veut complètement que ça soit privé. Ouais. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enregistré des marques. Ouais. Fait que le Hogmanay, qui est le festival de fin d'année, là, donc 30-31 décembre, appartient à la ville. Wow. La même chose pour le festival de Noël. Ouais. Et à chaque 3 ou 4 ans, la ville fait un appel de proposition et invite les producteurs événementiels à présenter une proposition. Fait qu'une proposition de coût, de budget, une proposition de programmation aussi. La ville regarde toutes les propositions qu'ils reçoivent et puis ensuite, ils décident à qui ils donnent le contrat, puis à quel coût, pour organiser les événements pendant quelques années. Ouais. C'est quelque chose qu'on connaît pas ici, à part quelques toutes petites exceptions. Je pense au Week-end du Monde, là, au Parc Jean-Drapeau, mais c'est pas, on parle pas nécessairement de grands méga événements, là, comme c'est le cas en Écosse. On l'a pas fait ici. On a donné à Spectra, entre autres, qui s'est bâti un empire. Je veux pas critiquer ça, là, parce qu'ils ont quand même organisé des... Mais reste que peut-être que ça aurait été intéressant à certaines années d'avoir d'autres personnes pour revitaliser ces festivals-là. On les a confiés à André Ménard et à Alain Simard qui ont constitué Spectra. Et là, maintenant, c'est le groupe CH qui a pris le relais. Mais reste que on crée comme des espèces de petites baronnies ou vraiment des empires qui fonctionnent avec des fonds publics, mais qui, sans dire qu'ils font ce qu'ils veulent, mais ne proposent qu'un modèle, alors que le modèle à Édimbourg, en Écosse, où on fait des appels d'offres, mais ça permet de revitaliser peut-être des événements avec des nouvelles idées plus facilement qu'avec une même entreprise qui gère le même festival pendant des années. Ouais, puis bon, on jase là, 2 secondes, évidemment. Mettons que la marque appartient à la ville. Oui. Ben, à ce moment-là, on réaménage le site, on fait l'amphithéâtre, puis on n'a pas de risque de perdre un événement ou de menace de déménager. Oui. On dit, ben non, c'est correct, on fait avec. Oui, parce que le chantage, on le voit avec le Grand Prix, entre autres, où on demande 6 millions, c'est toujours pas réglé. Là, au moment où on enregistre, il n'y a pas eu de décision, mais on demande 6 millions de dollars pour ne pas perdre la franchise, entre guillemets, du Grand Prix de Montréal, mais ça se déroulerait à huis clos. Il y aurait risque aussi d'amener des gens de l'extérieur avec tous les variants. Bon, et le chantage qui se fait, c'est par rapport aux retombées. Parlons-en des retombées, parce que moi, je le sais, dans le milieu du sport, pour avoir suivi ça beaucoup et d'avoir chroniqué là-dessus, il n'y a aucune étude indépendante qui démontre qu'un événement sportif ou une franchise qui arrive dans une ville amène de l'argent neuf. Habituellement, c'est un déplacement, dans le fond, d'argent. C'est-à-dire que les gens qui seraient allés peut-être voir un spectacle, ben, vont mettre leur argent pour aller voir un match. Les restaurants autour du stade vont en profiter, mais c'est de l'argent qui va être subtilisé à d'autres restaurants plus loin. Dans le domaine de la culture, est-ce qu'on peut quand même quantifier les retombées
de façon assez précise. Dans votre post Facebook, vous dites que chaque dollar investi en culture, en événement culturel, génère 5 à 7 dollars en retombées économiques. Moi, l'étude que j'avais vue, c'était les emplois en culture. Quand on investit en culture, on a un rendement le double, en fait. Mais là, c'est beaucoup plus, c'est de 5 à 7. Est-ce qu'il y a une certaine fiabilité dans ces études-là? Le cas du Grand Prix, en tout cas, fait un peu exception à ça, là. Mais la majorité des événements doivent produire une étude de retombées économiques lorsqu'ils ont des subventions publiques. Donc, oui, mais est-ce que cette étude-là, elle est crédible? Parce qu'évidemment, on va vouloir gonfler les retombées, puisque l'année d'après, on va demander du financement en parallèle, en lien, en fait, avec ces retombées. Est-ce que les études sont crédibles? C'est là où c'est particulier, en fait, puisque c'est comme c'est un cercle vicieux. Donc, plus grandes sont nos retombées et plus grand est notre achalandage aussi. Oui. Plus, ensuite, on va vouloir aller demander de financement public. Voilà. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Oui, c'est un peu un cercle vicieux. Puis, c'est là où la tendance, ou en tout cas la tentation, disons ça comme ça, à vouloir peut-être booster nos retombées économiques, puis oublier les côtés un peu plus négatifs des retombées, mais focusser sur le positif. Là. Et ça, vous en parlez, Julie Bélanger, je trouve ça intéressant parce qu'on le voit jamais, ça, les retombées négatives de grands événements. Il y en a plusieurs, vous les énumérez, peut-être reprendre, parce que je trouve ça vraiment intéressant. On n'entend jamais parler, ou presque pas. On entend parler de prostitution pendant le Grand Prix, mais chaque événement a des retombées négatives. Ben oui, forcément. Hein. Quand on fait quelque chose, ça a des conséquences positives et négatives. Là. Oui. Mais dans le cas des événements, on pense entre autres aux gens qui perdent accès à certains espaces. Oui. C'est sûr que c'est pas toujours agréable. Dans le cas, par exemple, du parc Jean-Drapeau, une perte d'accès au parc comme tel. Oui. Mais au-delà de ça, il y a toutes sortes de petits inconvénients. Par exemple, si on habite au centre-ville de Montréal, à côté d'un événement, ben, pour que le site soit prêt à 9 h le matin, le montage puis le démontage va se faire la nuit. Donc c'est l'été, on essaie de dormir, la fenêtre ouverte, bip, 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 camion, marchandise, tu sais, bon. Oui, tout à fait. C'est pas particulièrement agréable. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire, bon, ben là, les gens chialent, tout ça, sauf que la multiplication des événements fait en sorte que ces nuisances-là sont à peu près présentes tout l'été. C'est ça aussi, hein, c'est que avant, on avait peut-être 1 ou 2 événements, puis j'en suis là, moi je suis une grande festivalière, fait que j'y vais puis j'en profite, mais effectivement, pour les gens qui habitent à proximité, quand ça commence en mai puis que ça finit en septembre, c'est un petit peu long, effectivement. Bon, parlons d'une chose que j'avais même pas réalisée, mais quand même, les incivilités. Oui, ça c'est un immense enjeu. Au centre-ville, entre autres, les gens qui ont peut-être un peu trop fait la fête et puis, qui vont soit avoir des commentaires déplacés à l'égard des résidents locaux, des gens qui sont là, mais aussi qui vont uriner sur les résidents. Des gens qui vomissent devant les portes, donc des résidents qui se réveillent le matin, puis là, tu te dis, vraiment, là, c'est pas toujours optimal. Donc, il y a cet enjeu-là. Puis, il y a un enjeu qui est particulièrement d'actualité cette année, c'est le retrait de logements à long terme, donc de logements qui sont loués à des Montréalais à l'année, du marché locatif, pour être mis sur des plateformes comme Airbnb, Sanders ou d'autres, et que les gens louent. Et ça, Julie Bélanger, c'était vraiment intéressant d'ajouter ça parce que on n'en entend pas du tout parler de ça dans la crise du logement actuelle. On demande à la Ville de Montréal d'agir. Elle dit que c'est au niveau... c'est à Québec, c'est au niveau provincial, il faut changer les lois. Les grands propriétaires, oui, mais on ne parle jamais du retrait du marché locatif. En fait, vous dites de milliers d'appartements, je dirais de dizaines de milliers. Moi, le chiffre que j'avais vu il y a 3 ans, c'est 15 000. 15 000 unités de logement locatif qui appartiennent souvent à des grandes entreprises de gestion immobilière qui inscrivent ces appartements-là sur Airbnb. Fait que je ne veux pas accuser les festivals de nourrir ça nécessairement parce qu'ils n'en profitent pas directement. Mais c'est une réalité qui fait que les citoyens montréalais ont de la difficulté à se trouver des logements parce qu'ils sont à la disposition des touristes. Il faut quand même le dire, là, c'est un impact réel. C'est un impact important. Puis c'est aussi un impact important en surenchère. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a un 5,5 pas rénové, loue ça $800. Là, quelqu'un retire... l'édifice est acheté, c'est un cas classique. Corporation
mettent de l'argent, rénovent l'appartement, puis là, ils se disent, ben pourquoi moi, je leur louerais 1200 pièces par mois si je peux le mettre sur, disons, Airbnb, puis faire 4000 pièces par mois? Ben oui, voilà. Mais si éventuellement, puis on l'a vu pendant la pandémie, là, plus de touristes, merde, qu'est-ce que je fais avec mon appart? Ah ben, je vais le louer. Ces appartements-là réapparaissent maintenant, mais à 2400 $ par mois, ce qui est hors de prix pour le Montréalais moyen. Oui, voilà. C'est vraiment, je trouvais ça vraiment intéressant que vous abordiez ça parce qu'on n'entend jamais parler et c'est une des réalités du problème du logement à Montréal et ailleurs au Québec aussi. Parce que bon, parlons de l'avenir, justement. En fait, votre publication sur Facebook se termine avec ça, l'avenir, parce qu'il faut quand même le dire, là, on en a parlé dès le début, mais vous disiez, depuis environ 5 ans, les méga-festivals montrent des signes de déclin. Oui, tout à fait. Depuis 2018, en fait, on voit que tranquillement, ça s'essouffle. Les gens commencent à exprimer aussi des réserves, entre autres, peut-être parce que beaucoup d'événements, par exemple, sont propriété de Live Nation. Ouais. Donc, souvent, ça commence ils perdent leur teinte unique. Oui. Ça commence à ressembler tous à la même programmation, au même système. Oui, tout à fait. Donc, et là, ce qui se développe, c'est les festivals un peu plus nichés, plus petits. Indépendants, est-ce que ça, c'est le cas ou c'est des gens comme Live Nation, justement, qui vont sentir la tendance et qui vont se mettre à créer des petits festivals faussement indépendants de niche? Mais est-ce qu'il y a vraiment, au Québec, est-ce qu'on le ressent, ça? Ces petits festivals qui se développent? On peut penser au festif à Baie-Saint-Paul, entre autres. J'imagine qu'il y en a d'autres, mais est-ce que vous remarquez cette tendance-là au Québec? Oui, on le voit. Le festif, c'est un bel exemple. C'est un vétéran, je pense au FME à Rouen aussi, le Festival de musique émergente. C'est des événements qui ont 10 ans plus. Mais il y en a des nouveaux. Mile Exen, par exemple, Grosse Lanterne, Folk Expression, si ma mémoire est bonne, à Québec. Santa Teresa. C'est ça, Santa Teresa, juste à côté. Il y a plein de petits événements comme ça qui naissent et qui s'en vantent dans une certaine mesure. Ils se vantent d'offrir une programmation plus nichée là, et puis des petits événements. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une tendance qui va perdurer? J'en suis convaincue. J'en suis vraiment convaincue parce que je vais parler pour moi, mais moi, quand je vais voir un événement, je veux une connexion avec l'artiste qui est sur scène. Oui. Je veux ce lien-là. Puis c'est sûr que l'effet de foule est cool. On est 65 000 dans une foule, c'est fou. Mais on n'a pas de connexion, là. Je veux dire, réalistement, l'artiste sur scène ne me verra pas particulièrement. Je ne le verrai pas particulièrement. Alors qu'il y a quelque chose d'unique vraiment à, par exemple, être dans un lieu inusité ou sur l'eau, au sommet d'un immeuble quelque part ou dans une grotte, puis dire « Hey, j'ai vu, je sais pas, j'ai vu Louis-Jean Cormier, là. On était 25, c'était malade. Ça a duré 3 heures. Ouais. Et est-ce que, là, on va terminer avec ça, est-ce que les pouvoirs publics, parce que je pense pas qu'il y a à débattre si on doit financer publiquement ces événements-là. Je pense que c'est essentiel, la culture, entre autres, parce qu'elle profite à tous, parce qu'on peut, surtout avec une programmation accessible à tous. Est-ce que les pouvoirs publics sont conscients de cette tendance-là? Parce que j'ai l'impression, puis vous le dites de toute façon dans votre publication, ils ont tendance souvent à financer des gros festivals et moins des petits. Est-ce qu'il y a un arrimage avec les pouvoirs publics par rapport à cette tendance-là? Il y a une réflexion qui se fait, puis ça va être vraiment intéressant à suivre dans les prochaines années. Les nouveaux programmes de subvention ont tendance, en fait, à dire aux événements, on va vous financer pour 3 ans. Après ça, là, vous devriez être capable d'avoir rodé votre affaire puis de découvrir quelque chose d'autre. Fait que ça va être vraiment intéressant de voir, est-ce que éventuellement les pouvoirs publics vont dire, ben là, du financement récurrent, on fait plus beaucoup ça, ou du financement au fonctionnement, puis on va plutôt aller vers un financement au projet. Ça aussi, je sais qu'il y a des réflexions dans le public. J'y ai participé moi-même à ces réflexions-là dans différentes positions. Mais c'est difficile de changer le gouvernement, là. Ça prend du temps, refaire des programmes gouvernementaux. Mais c'est vraiment quelque chose qui va être à surveiller là-dessus parce que, en fait, le financement public là, des événements, c'est comme une tarte.
Oui. La tarte n'est pas plus grande. Non, c'est ça. Il n'y a pas plus de fric là, dans la tarte. Non. Fait que la question, c'est comment est-ce qu'on se la sépare? Puis là, mettons, on jase que les grands événements, présentement, iraient chercher 60% d'une tarte. Oui. Ou 50% même d'une tarte. Ben là, les autres, à un moment donné, on se dit, est-ce qu'on veut encourager la croissance de nouveaux événements? Oui. Et donc, on doit couper la tarte en plus petites portions pour tout le monde? Ou est-ce qu'on se dit, non, c'est cool, statu quo, c'est bon, on bouge pas, puis ça reste de même? Le danger de dire, tout est beau, ça reste comme ça, c'est que l'événement, là, l'industrie événementielle, elle bouge. Ouais. Puis, il y a de la consolidation, il y a des achats. Donc, si l'industrie bouge, puis que le goût des gens aussi bouge, oui. éventuellement, il va falloir aussi que le financement public bouge. Oui, effectivement. Hey, Julie Bélanger, merci. Content de vous avoir lancé cette perche. Je pense que c'est une belle réflexion que vous nous avez offert aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes directrice de cabinet de l'arrondissement du maire, en fait, de l'arrondissement du Sud-Ouest. Longue expérience dans l'industrie événementielle et culturelle. Je garde votre numéro de téléphone, évidemment, parce que je pense que ça serait intéressant de vous reparler au gré de l'actualité de ces sujets-là. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on a le temps à la balado de développer, justement, une réflexion sur des choses qu'on vit en tant que citoyen. Évidemment, on y participe, mais des fois, on se rend moins compte de toutes les ficelles qu'il y a derrière ça. Merci beaucoup, Julie Bélanger. Merci, Fred. Au revoir. Alors voilà ce qui termine ce 30e épisode de la balado de Fred Savard. Évidemment, je remercie toujours mes fidèles complices, Larry Dufresne à la co-réalisation et Andréane Aubonsawin qui s'occupe des médias sociaux. Je remercie aussi Alexandre Laperrière. Je dois le remercier. Nouveau recherchiste à la balado. On est en train de s'apprivoiser et je suis en train, en fait, d'apprendre à déléguer et surtout à m'appuyer sur des gens qui peuvent me donner un coup de main à la recherche. Et Alexandre Laperrière le fait très, très bien. Il m'a vraiment donné un excellent coup de main pour les entrevues cette semaine. Bon, là, je l'avoue, on devait avoir Maxime Saint-Hilaire, qui est, vous savez, on l'a déjà entendu à la balado, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Sherbrooke, qui devait venir nous parler de la loi 21. En fait, il va le faire, mais vous savez, moi, quand je planifie les épisodes, je ne sais jamais comment les segments vont durer. Parce que la balado, c'est notre grand avantage sur les médias plus traditionnels et la radio, c'est qu'on a du temps. On n'est pas contraint à faire du 6-7 minutes. Alors, avec Maxime, on avait convenu qu'il vienne nous parler de la loi 21. Le segment a duré tellement longtemps et la réflexion, elle est tellement intéressante, bien que dense. On est même sorti un peu de l'analyse stricte du jugement qui est tombé cette semaine sur la loi 21 pour réfléchir plus philosophiquement, oui, je pense que c'est le bon mot, sur le droit constitutionnel. Alors, j'ai pris la décision d'en faire un épisode autonome qui sera disponible ce mardi matin. Ce sera un épisode que vous allez recevoir c'est pour ceux qui sont abonnés et qui sera disponible sur toutes les plateformes de balado et sur le fredsavard.com. Vraiment, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir et c'est un sujet que je maîtrise tellement pas bien que je suis content d'avoir quelqu'un comme Maxime Saint-Hilaire qui est prof, donc quand même pédagogue, mais c'est des sujets qui sont quand même difficiles à vulgariser jusqu'à un certain point. Alors, vous allez voir, c'est costaud, mais ça en vaut vraiment la peine. Donc, ça sera disponible ce mardi. Mais en attendant, je vous propose, pour terminer cet épisode, une petite mise en bouche de ce qu'on entendra mardi. Alors voilà, bonne semaine tout le monde. Et allez télécharger ça, allez écouter ça mardi qui vient. Salut! Étant donné que la loi 21 ne prévoit pas de peine de prison pour des gens qui refuseraient de ne pas porter de signes religieux, prison, amende. Voilà. Il dit que ça peut pas relever de la compétence fédérale sur le droit criminel. Donc, ça relève forcément d'une compétence provinciale et donc c'est forcément valide du point de vue du partage des compétences. Sauf que, bon, première erreur, c'est que c'est pas parce que ça ne relève pas de la compétence fédérale sur le droit criminel que ça ne peut pas relever d'une autre compétence fédérale. Et ensuite, quand il est rendu là dans le raisonnement et qu'il rattache plutôt la loi à des compétences provinciales et bing bang, si vous me permettez l'expression, en 2 très courts paragraphes, il termine une analyse qui, sur plusieurs dizaines de pages, allait dans une autre direction. Fait que je pense qu'il y a une faille, là, il y a au moins une faille dans le raisonnement. Je pense que ça pourrait être un motif d'appel. S'il y a un bras de fer entre les tribunaux et le politique, là, c'est pas les tribunaux qui vont avoir le dernier mot. Puis je pense qu'il faut éviter ce genre de bras de fer. Donc là, le juge Blanchard, il a pas ici succombé au chant des sirènes. Je suis assez rassuré. J'ai l'impression de devenir étudiant libre
dans vos cours et de me magasiner une formation gratuite en droit constitutionnel. Alors là, je vais réécouter 3-4 fois ce segment-là. Est-ce que je peux me servir de ça pour essayer de vendre mon cours à mon public captif? Ben oui, tout à fait. Vous pouvez vous en servir.